Ceci est un billet de 100 000 milliards de dollars du Zimbabwe, l'une des monnaies les plus dévaluées de l'histoire. Le papier sur lequel il est imprimé vaut plus que l'argent lui-même. L'hyperinflation a gravement touché le pays. À son apogée en 2008, les prix doublaient toutes les 24 heures. Les gens se couchaient en pensant qu'ils étaient de la classe moyenne, pour découvrir le lendemain qu'ils étaient désormais pauvres. Les prix augmentaient si rapidement que le Zimbabwe, autrefois grenier à blé de la région, a dû importer de la nourriture de l'étranger juste pour nourrir sa population. En même temps, la dette nationale s'est accumulée, et les obligations envers les créanciers internationaux ont limité la façon dont le pays pouvait dépenser son budget. Peu de temps après, le déclin économique s'est installé, la productivité a chuté, et des événements comme les sécheresses et les catastrophes naturelles ont encore aggravé la situation. Le Zimbabwe a aujourd'hui l'une des économies les plus faibles au monde. Environ 1 personne sur 3 vit dans une pauvreté extrême. Mais maintenant, le gouvernement cherche à redresser la situation. Il s'attaque au moment où tout a commencé à mal tourner, lorsque le gouvernement a confisqué les terres de ses agriculteurs blancs et les a forcés à partir. Cette décision a déclenché l'effondrement économique du pays, et depuis 2017, le gouvernement négocie le retour de sa communauté zimbabwéenne blanche. Cependant, la réconciliation n'a pas été facile et le ressentiment est très fort. Les agriculteurs blancs sont sceptiques quant à la sincérité du gouvernement, tandis que les agriculteurs zimbabwéens autochtones craignent de perdre leurs propriétés nouvellement acquises. Quelque chose doit changer. Alors que l'histoire garde rancune, la fin ne le fait pas. Le Zimbabwe a accédé à l'indépendance plus tard que la majorité des pays africains, qui l'ont obtenue dans les années 1960. Il n'est devenu un pays à part entière qu'en 1980, et même à ce moment-là, il a failli être remplacé par un autre État, appelé Rhodésie. En 1965, l'administration de la minorité blanche de la Rhodésie a unilatéralement déclaré son indépendance de la Grande-Bretagne. Mais cela n'a servi à rien. Personne ne l'a reconnu. En fait, les Nations Unies ont tout fait pour mettre fin à la Rhodésie. Le Conseil de sécurité a interdit la vente d'armes au pays en 1966, puis a restreint toutes les importations et exportations. Cependant, lorsque les sanctions n'ont pas réussi à changer le comportement de la Rhodésie, il est devenu évident que l'État ne pouvait pas être démantelé comme les autres colonies l'avaient été. C'est à ce moment-là qu'un jeune militant nommé Mugabe a apporté son soutien à un groupe appelé l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ou Union nationale africaine du Zimbabwe en abrégé. Leur mission était une véritable révolution, se battre pour le pouvoir de la majorité et renverser le gouvernement de la minorité blanche. S'ensuivit alors la guerre froide version africaine. L'Angola, la Zambie et la Tanzanie soutenaient l'Union nationale africaine du Zimbabwe de Mugabe en fournissant des armes et des financements. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud est devenue le principal soutien des forces rhodésiennes. Avec l'afflux d'armes de toutes parts, la Rhodésie est tombée dans une violente guerre civile à partir de 1964. Après 15 ans et 30 000 victimes, un cessez-le-feu a été établi en 1979, promettant des élections l'année suivante. Le parti politique de l'Union nationale africaine du Zimbabwe a remporté ces élections, et Mugabe est devenu le Premier ministre. Après son entrée en fonction, Mugabe a démantelé la Rhodésie et son administration, puis a renommé le pays Zimbabwe. La communauté internationale a y approuvé la transition du pouvoir, et le Zimbabwe a été reconnu à l'échelle mondiale. Malgré une opération de relations publiques, le Zimbabwe était toujours confronté à d'immenses défis. À l'époque coloniale, la propriété foncière était répartie de manière inégale. Par exemple, environ 4400 fermiers blancs possédaient 50 et 1% des terres arables, tandis que 4 300 000 Zimbabwéens autochtones ne détenaient que 42%. Donc oui, c'était très inégal. En plus de cela, les Zimbabwéens autochtones n'étaient pas autorisés à posséder certains types de terres commerciales. Quand Mugabe est arrivé au pouvoir, la réforme agraire est devenue une priorité absolue. Au début, son gouvernement a essayé d'acheter des terres aux fermiers blancs de manière volontaire. Le processus a fonctionné mais était lent. Entre 1980 et 1987, les terres appartenant aux blancs ont diminué de 20%, ce que Robert Mugabe estimait insuffisant. L'écart de richesse restait immense.
Même si les agriculteurs blancs représentaient environ 2% de la population, ils contrôlaient une grande partie de l'économie, certaines estimations allant jusqu'à 40% du produit intérieur brut. Pour y remédier, Mugabe a lancé une réforme agraire qui a pris les terres agricoles privées pour les placer sous le contrôle du gouvernement. À partir de l'an 2000, la réforme agraire a forcé les agriculteurs commerciaux blancs à céder leurs propriétés aux Zimbabwéens autochtones. Cependant, cela a viré au désastre. Bien que l'intention ait été de corriger les injustices de l'époque coloniale et les inégalités économiques, le programme a été entaché de violence, de corruption et de mauvaise gestion. La plupart des terres agricoles confisquées ont été distribuées aux alliés politiques de Mugabe, qui ne connaissaient absolument rien à l'agriculture commerciale. Par conséquent, une contraction économique s'en est suivie. La disparition soudaine des agriculteurs expérimentés a provoqué l'effondrement de l'agriculture. Le Zimbabwe, autrefois le grenier à blé de la région, a vu sa productivité agricole chuter en flèche. En 2006, les pénuries alimentaires étaient partout, et environ un tiers de la population avait besoin d'une aide alimentaire pour survivre. En seulement quelques années, le Zimbabwe est passé d'exportateur à importateur de nourriture. Mais la situation a empiré à partir de là. Les nations occidentales ont imposé des sanctions au Zimbabwe en raison de l'expulsion des agriculteurs blancs, ce qui a isolé le pays sur le plan économique. En essayant de résoudre la situation, Mugabe a pris une mauvaise décision après l'autre. Au lieu de permettre à l'aide étrangère d'aider les personnes dans le besoin, surtout à la campagne, il a fermé le pays, affirmant que les organisations non gouvernementales soutenaient ses opposants politiques. Ensuite, Mugabe a eu l'idée d'imprimer d'énormes quantités d'argent pour couvrir les dettes du gouvernement qui s'étaient accumulées après la réforme agraire. Malgré les avertissements de ses conseillers, il l'a fait quand même. Comme prévu, l'inflation a explosé. Elle est passée de 2 chiffres à 3, 4, 5 chiffres, et au-delà. En 2008, l'hyperinflation a atteint le chiffre ahurissant de 79,6 milliards %. Oui, c'est bien milliards avec un M. Il est difficile de vraiment comprendre ces chiffres. Mugabe devait sûrement avoir la même pensée. Son gouvernement, ainsi que la Banque de réserve du Zimbabwe, ont pointé du doigt les sanctions occidentales. Certaines personnes n'observent jamais rien. La vie leur arrive simplement. En avril 2009, un an après le début de l'hyperinflation, le Zimbabwe a abandonné sa monnaie nationale et est passé à un système multidevises, utilisant principalement le dollar américain et le rand sud-africain. Il a fallu près d'une décennie pour stabiliser l'économie, mais à ce moment-là, le dollar zimbabwéen n'était pas la seule chose qui avait été remplacée. En novembre 2017, un coup d'état militaire a évincé Mugabe du pouvoir, et le vice-président Mnangagwa a pris sa place. Mnangagwa a adopté une approche plus raisonnable envers l'Occident et a admis que le retour des fermiers blancs était essentiel pour reconstruire l'économie du Zimbabwe. Cela stimulerait l'économie de plusieurs façons. Cela augmenterait la production agricole, améliorerait la sécurité alimentaire, créerait des emplois et développerait les exportations. De plus, cela apporterait des devises étrangères indispensables et permettrait de lever les sanctions. Le problème, cependant, était que toutes les terres agricoles confisquées avaient été attribuées à des alliés politiques pendant l'ère Mugabe. Mnangagwa ne pouvait pas évincer les propriétaires actuels sans risquer sa propre position. Il a donc mis en place des co-entreprises, incitant certains fermiers blancs à revenir. Le programme visait à combiner l'expertise et les ressources pour relancer le secteur agricole. Cela a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a environ 900 fermes commerciales zimbabwéennes blanches, et la productivité agricole a augmenté. Cependant, la majorité des fermiers blancs refusent de revenir, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. Ils soutiennent que les circonstances et les conditions doivent changer avant qu'ils puissent envisager de revenir. Un problème avec la situation actuelle est que les fermes commerciales fonctionnent sous des contrats de location avec les Zimbabwéens autochtones qui ont obtenu les terres agricoles pendant le règne de Mugabe. Donc, il n'y a eu aucun transfert ou restitution de territoire, et les fermiers blancs qui sont revenus ne travaillent pas sur leurs terres d'origine. De plus, les Zimbabwéens autochtones qui ont bénéficié des réformes de Mugabe craignent de perdre leurs propriétés nouvellement acquises.
et leurs préoccupations doivent également être prises en compte, puisqu'ils ont des liens profonds avec l'élite politique. Cela place alors Mnangagwa dans une position difficile. Il a besoin que les fermiers blancs reviennent, mais en même temps, il doit rassurer les Zimbabwéens autochtones qu'ils ne seront pas lésés. La moindre erreur ici pourrait facilement raviver les tensions raciales et compromettre la stabilité nationale. C'est là que tout s'est arrêté jusqu'à récemment. En octobre 2024, les dirigeants du Zimbabwe ont négocié une compensation financière pour les derniers agriculteurs blancs et les ont encouragés à revenir. Ils ont approuvé 440 et une demande d'indemnisation, totalisant plus de 3,5 milliards, ainsi que 94 demandes supplémentaires de la part d'agriculteurs étrangers, d'une valeur de plus de 196 millions. Ces demandeurs étrangers comprennent des Européens, entre autres. Cependant, selon les termes de l'accord, seulement 1% du montant total sera payé en espèces. Le reste sera remboursé par des obligations du Trésor. C'est un obstacle majeur. Le Zimbabwe n'a pas d'économie digne de ce nom. Et donc les obligations du Trésor émises par l'État sont aussi sans valeur que ses anciens billets de banque. De plus, l'indemnisation ne couvre pas la perte des terres, seulement la perte des infrastructures comme les bâtiments, les machines et les systèmes d'irrigation. De plus, et c'est peut-être le plus important, à peu près au même moment où le gouvernement a annoncé le plan d'indemnisation pour les fermiers dits blancs, il a également adopté une loi accordant aux Zimbabwéens autochtones la pleine propriété de leurs terres louées. Cette même loi permet aussi l'échange de terres agricoles entre Zimbabwéens autochtones, mais pas avec les Zimbabwéens blancs. Mis à part l'éthique, ce marchandage visait à rassurer les Zimbabwéens autochtones qu'ils ne seraient pas lésés si les fermiers blancs revenaient. Cependant, en pratique, la location de terres n'est pas économiquement viable pour les fermiers blancs. Au Zimbabwe, un pays enclavé, sous sanctions et à court de liquidités, accéder au capital est presque impossible. Pour obtenir un prêt bancaire, les agriculteurs doivent garantir leurs terres. Cependant, un bail ne compte pas, car il peut être légalement retiré à tout moment. Ainsi, les agriculteurs blancs, qui ne peuvent pas légalement posséder les terres qu'ils cultivent, ne peuvent pas obtenir de prêts, ni faire les investissements nécessaires pour développer leurs entreprises. Et ce simple fait rend tout le reste sans importance. Donc malgré la rhétorique progressiste, tout le programme visant à réintégrer les agriculteurs blancs ne fonctionne pas. En fait, il se peut même qu'il soit intentionnellement conçu pour échouer. Réfléchissez un instant à la place du Zimbabwe dans la politique mondiale. L'État est profondément endetté et sous sanctions occidentales. Le gouvernement de Mnangagwa mène deux négociations distinctes mais étroitement liées qui visent à changer cela. Il est en pourparlers avec la Banque africaine de développement pour restructurer sa dette de 21 milliards. Et il est en pourparlers avec les Nations Unies pour lever les sanctions occidentales. Dans les deux négociations, l'indemnisation des fermiers blancs est une question clé. Le gouvernement de Mnangagwa retarde probablement ces deux négociations en faisant beaucoup de promesses vis-à-vis des fermiers blancs, mais sans réellement résoudre le problème. Voilà le point. En donnant l'impression de négocier de bonne foi, en proposant une compensation et en demandant aux fermiers blancs de revenir, même si c'est dans des conditions irréalistes, le Zimbabwe donne l'impression de vouloir se racheter. Et la plupart du temps, dans les négociations diplomatiques, cette nuance fonctionne. L'approche de Mnangagwa pourrait suffire à convaincre les puissances internationales de lever les sanctions et de réorganiser la dette, tout en évitant les réactions négatives des fermiers autochtones zimbabwéennes. Bien sûr, le pays n'atteindra pas son plein potentiel. Sa productivité agricole stagnera, et de nombreux problèmes endémiques persisteront. Mais avec la levée des sanctions et le règlement des dettes impayées, l'État pourrait demander des prêts au Fonds monétaire international, et poursuivre à partir de là, même si cela se fait au détriment de la croissance du produit intérieur brut. Il s'agit d'une hypothèse sur la stratégie du Zimbabwe. Il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vrai, mais des stratégies de négociation similaires ont été utilisées ailleurs. La diplomatie, après tout, c'est l'art de dire aux gens d'aller en enfer d'une manière telle qu'ils se réjouissent lors du voyage. Je suis Shervan, votre hôte pour Caspian Report. Si vous aimez notre travail, laissez un commentaire, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Merci pour votre temps et votre attention.